Qui aurait cru que le directeur du FBI remettrait en cause les circonstances de la tentative d'assassinat de Donald Trump? Bien sûr, ils ont fait marche arrière le lendemain. Mais à ce moment-là, l'information était déjà connue, ce qui les a poussés à tenter de faire la part des choses entre la vérité et la désinformation. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la façon dont le FBI a traité Trump lors de son audition a été intense. Et je vais tout vous révéler. Le directeur du FBI attaque la version de Trump sur la fusillade. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a été l'un des premiers à témoigner devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, soulevant des doutes sur le fait qu'une balle ait réellement touché M. Trump. Mais après cette déclaration, l'ancien médecin de la Maison-Blanche, Ronny Jackson, a soutenu la thèse de M. Trump, affirmant que ce dernier avait reçu une balle dans l'oreille, créant une blessure de 2 cm de large. Cette divergence entre les doutes de Wray et l'évaluation médicale de Jackson a alimenté de nouvelles spéculations. Lorsque tout cela s'est produit, des informations erronées et des théories du complot ont commencé à circuler largement sur les médias sociaux. Certains utilisateurs ont affirmé à tort que la tentative d'assassinat avait été orchestrée par le président Joe Biden ou par des membres de ce que l'on appelle l'État profond. Le représentant Mike Collins, RGA, a alimenté ces affirmations en postant sur son compte X que Joe Biden a donné les ordres, faisant référence à une citation du président qui a été sortie de son contexte. Cette citation, dans laquelle M. Biden mentionne le fait de placer M. Trump dans une cible, faisait partie d'une conversation privée avec des donateurs les incitant à se concentrer sur M. Trump plutôt que sur le débat. Il n'existe aucune preuve de l'implication de M. Biden dans la tentative d'assassinat. Et le président a par la suite exprimé son soulagement de voir que M. Trump se rétablissait, condamnant la violence comme étant malsaine. Malgré ces assurances, le conspirationniste Alex Jones a amplifié la théorie sans fondement, selon laquelle la fusillade était une tentative de coup d'État de l'État profond, un récit qui a gagné les communautés d'extrême droite en ligne, comme celles associées aux Proud Boys. Ces groupes ont partagé des messages alléguant, sans preuve, qu'un projet de loi démocrate proposant de retirer la protection des services secrets aux criminels condamnés faisait partie d'un plan plus large visant à assassiner Trump. Des utilisateurs anonymes sur des plateformes telles que 4chan ont encore alimenté le chaos en publiant des affirmations sur le rôle des services secrets dans l'incident. L'une de ces affirmations, attribuée à un supposé contre-tireur des services secrets, suggérait que les agents avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir lors de la tentative d'assassinat. Cette allégation infondée s'est rapidement répandue dans des forums plus grand public, bien que les agents du Secret Service aient en fait tiré sur le tireur et l'ait tué presque immédiatement après qu'il ait ouvert le feu. Certains critiques ont également invoqué les initiatives de l'agence en matière de diversité, d'équité et d'inclusion pour expliquer ce qu'ils considèrent comme une protection inadéquate, en utilisant des photos et des vidéos hors contexte pour étayer leurs affirmations. Une image en particulier montrait une agente des services secrets se tenant derrière M. Trump, les utilisateurs des médias sociaux affirmant qu'elle avait choisi de se recroqueviller au lieu de protéger l'ancien président. Cependant, des images vérifiées montrent clairement que l'agent faisait partie d'un groupe de protection entourant M. Trump alors qu'il était précipité hors de la scène. D'autres théories du complot suggèrent que les ressources du Secret Service ont été détournées du rassemblement de M. Trump pour protéger la première dame Jill Biden lors d'un autre événement, ce que le porte-parole de l'agence, Anthony Guglielmi, a démenti avec véhémence. Il a précisé que le rassemblement de M. Trump avait en fait bénéficié de moyens de protection supplémentaires et que toute suggestion selon laquelle le Secret Service aurait intentionnellement retenu sa protection était absolument fausse. Des personnalités de premier plan comme Elon Musk ont jeté de l'huile sur le feu en affirmant que les actions des services secrets étaient le résultat d'une incompétence extrême ou d'une négligence délibérée, permettant aux tireurs d'atteindre le toit sans être détectés. Cette affirmation, partagée sur le compte X de Musk, a été vue plus de 90 millions de fois, ce qui a contribué à répandre l'idée sans fondement que les services secrets faisaient partie d'une conspiration contre Trump. Dans les jours qui ont suivi la fusillade, les utilisateurs des médias sociaux ont également diffusé de fausses informations sur l'identité du tireur. Roger Stone, ancien consultant de Trump et célèbre sale menteur, a affirmé à tort que le tireur était un homme de Pittsburgh impliqué dans une manifestation anti-Trump, tandis que d'autres ont identifié à tort le tireur comme un extrémiste antifa. À un moment donné, un journaliste sportif italien a été accusé et a dû se disculper publiquement. Le commissaire de la police de l'État de Pennsylvanie, Christopher Parry, a également témoigné, révélant que Thomas Crooks était l'une des 3 personnes suspectes signalées par les autorités sur place ce jour-là. Malgré ce signalement, les agents n'ont pas réussi à arrêter Crooks à temps. Crooks est devenu un individu spécial après que des agents des forces de l'ordre l'ont repéré à l'aide d'un télémètre.
Pourtant, les agents sur le terrain n'ont pas réussi à l'arrêter à temps, bien qu'un agent se soit trouvé face à face avec le tireur quelques minutes avant que les premiers coups de feu ne retentissent. Tout ce qui s'est passé ce jour-là était tellement louche que le directeur du FBI a dû apporter quelques éclaircissements. C'est alors que le directeur du FBI, Christopher Wray, a pris la parole devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, prêt à révéler les faits effrayants entourant la tentative d'assassinat. La nation a retenu son souffle lorsque M. Wray a commencé à dévoiler les détails de cet attentat méticuleusement planifié. L'une des révélations les plus surprenantes du témoignage de M. Wray est l'utilisation d'un drone par le tireur. M. Crooks avait fait voler le drone près du site du rassemblement environ 2 heures avant d'ouvrir le feu. Les enquêteurs ont ensuite retrouvé le drone dans le véhicule de Crooks, confirmant qu'il l'utilisait pour repérer les lieux. Le drone diffusait des images vidéo en direct, ce qui a permis à Crooks de planifier méticuleusement son attaque. Mais le drone n'était qu'un début. Wray a révélé que les agents avaient récupéré 3 engins explosifs bruts, 2 dans le véhicule de Crooks et 1 à son domicile. Ces engins étaient équipés de récepteurs qui auraient pu permettre de les faire exploser à distance. Crooks disposait d'un émetteur, mais heureusement, les récepteurs étaient éteints, ce qui a permis d'éviter une catastrophe potentielle. 8 cartouches de balles usagées ont été retrouvées sur le toit où Crooks a ouvert le feu. Le tireur a tué un participant et a blessé M. Trump et 2 autres personnes. La scène a été chaotique, les agents du Secret Service et les forces de l'ordre local se précipitant pour sécuriser la zone et protéger l'ancien président. Wray a révélé que l'accès au téléphone de Crooks représentait un défi technique important. Les agents ont découvert que Crooks utilisait des applications de messagerie cryptées pour communiquer, ce qui a rendu difficile la découverte de son mobile. Cependant, ils ont constaté que Crooks s'était focalisé sur Trump et sur le rassemblement du 6 juillet. L'examen de son ordinateur portable a révélé une recherche effrayante. Cette recherche, effectuée le jour même où Crooks s'est inscrit pour participer au rassemblement, a donné un aperçu de son état d'esprit troublant. Si vous pensiez que le FBI était sous pression après la fusillade contre Trump, attendez de voir comment l'audition du chef des services secrets s'est transformée en un échange de coups de gueule. Que savent les services secrets de la fusillade? Immédiatement après la fusillade, les services secrets, dirigés par la directrice Kimberly Cheatle, ont fait l'objet d'un examen minutieux. Le représentant du Parti démocrate, James Comer, du Kentucky, président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, n'a pas tardé à demander des réponses. La directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a fait l'objet d'un examen minutieux pour ce qu'elle a admis être la plus importante défaillance opérationnelle des services secrets depuis des décennies. Elle a démissionné le lendemain, assumant l'entière responsabilité de la faille de sécurité. Ces témoignages ont suscité l'indignation des législateurs. Le président de la commission, Mark Green, a exprimé son incrédulité quant au fait que les agents fédéraux n'aient pas annulé l'événement après avoir reçu des avertissements, tandis que M. Walz s'est montré très descriptif quant à ce qui aurait pu se passer en direct à la télévision. La directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs républicains et démocrates lors de son premier témoignage devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants concernant la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. L'attaque, qui a eu lieu lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet 2024, a mis en évidence d'importantes lacunes dans la sécurité assurée par les services secrets, ce qui a suscité un tollé bipartisan en faveur de la responsabilisation. Malgré les assurances répétées de Mme Cheatle qu'elle assumait l'entière responsabilité de ces échecs, les appels à la démission se sont multipliés, aboutissant à une lettre commune des dirigeants de la commission exigeant son départ. Tout au long des 4 heures d'audition, Mme Cheatle a été interrogée à plusieurs reprises sur les détails des défaillances en matière de sécurité lors du rassemblement. Les législateurs, en particulier les républicains, comme Mme Green, lui ont demandé pourquoi M. Trump avait été autorisé à monter sur scène, alors que le tireur, Thomas Matthew Crooks, avait été signalé comme suspect par les forces de l'ordre. Mme Cheatle a souvent invoqué l'enquête en cours du FBI pour justifier son incapacité à fournir des réponses détaillées, une réponse qui n'a fait qu'accroître les frustrations de la commission. Le représentant Jamie Raskin, démocrate de premier rang au sein de la commission, s'est montré tout aussi critique à l'égard de M. Cheatle. Il a affirmé que les relations entre le Congrès et les services secrets étaient devenues irrécupérables et que M. Cheatle avait perdu la confiance des législateurs et du public américain. L'appel de M. Raskin à la démission de M. Cheatle a constitué un rare moment d'accord bipartisan au sein d'un Congrès souvent profondément divisé par les lignes de parti. Au fur et à mesure de l'audience, les tensions se sont aggravées. La frustration de la députée Nancy Mace a atteint son paroxysme lorsque Mme Cheatle a refusé à plusieurs reprises de répondre à ses questions par oui ou par non.
ce qui a conduit Madame Mace à l'accuser de malhonnêteté et d'obstruction. L'accusation sans détour de Madame Mace, selon laquelle Madame Cheatle racontait n'importe quoi, a mis en évidence l'impatience croissante des membres de la commission à l'égard des réponses de Madame Cheatle, ou de l'absence de réponse. Le représentant démocrate Ro Khanna a établi un parallèle entre la situation de M. Cheatle et celle de Stuart Knight, le chef des services secrets lors de la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan en 1981. Knight, nommé par les Républicains, a démissionné à la suite de cet incident. M. Khanna a suggéré que M. Cheatle suive l'exemple de M. Knight, arguant qu'une tentative d'assassinat d'un président ou d'un candidat à la présidence nécessite un changement de direction au sein des services secrets. Malgré la pression croissante, Mme Scheele a maintenu qu'elle était la meilleure personne pour diriger les services secrets dans cette crise, citant ses 27 années d'expérience au sein de l'agence. Elle a présenté les mesures qui avaient déjà été prises pour remédier aux défaillances en matière de sécurité, notamment les ajustements apportés au protocole des services secrets et l'allocation de ressources supplémentaires. Toutefois, ces mesures n'ont guère réussi à apaiser la colère et la déception exprimées par les membres de la commission. L'audition a également abordé des questions plus générales liées aux opérations des services secrets, notamment la gestion par l'agence des menaces contre M. Trump émanant d'entités étrangères telles qu'un complot iranien et le rôle des initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, DEI, dans les performances de l'agence. Le 13 juillet, M. Cheatle a rejeté les allégations selon lesquelles les initiatives DEI avaient quelque chose à voir avec les échecs, attribuant ces derniers à des problèmes plus fondamentaux de planification et de communication. Alors que l'audition touchait à sa fin, les appels à la démission de Mme Cheatle se firent de plus en plus pressants. Le député démocrate Jared Moskowitz a comparé le témoignage de Mme Cheatle à l'audition désastreuse du Congrès sur l'antisémitisme, impliquant des présidents d'universités de l'Ivy League, suggérant que sa performance conduisait à un résultat similaire. La demande bipartisane de démission de Mme Cheatle a été renforcée lorsque le président Comer et le représentant Raskin ont publié une lettre commune appelant à la démission de Mme Cheatle. Ils ont fait valoir que le maintien de Mme Cheatle à la tête du service constituait un risque pour la sécurité des présidents actuels et anciens et qu'une nouvelle direction était nécessaire pour rétablir la confiance dans les services secrets. Mais ce ne sera pas la dernière fois que les services secrets devront répondre de leur négligence. Lors d'une audition d'1 heure au Sénat américain, Ronald Rowe, le nouveau chef intérimaire des services secrets, et Paul Abbott, directeur adjoint du FBI, ont présenté les grandes lignes de l'enquête en cours sur les failles de sécurité. M. Rowe a admis avoir perdu le sommeil à cause des défaillances qui ont permis au tireur, Thomas Matthew Crooks, de faire feu sur l'ancien président. « Mon peuple souffre en ce moment », a-t-il déclaré. « Les émotions sont à vif. » Les émotions sont à vif. L'enquête a révélé plusieurs lacunes critiques. L'une des plus importantes est l'incapacité à déployer un système aérien sans pilote en raison de problèmes de connectivité cellulaire. Cette défaillance a permis à Crooks d'effectuer une surveillance précoce à l'aide d'un drone, recueillant ainsi des informations cruciales sans être détecté. En réponse à ces échecs, Rowe a proposé plusieurs changements dans les opérations des services secrets. L'une des principales réformes a consisté à revoir les méthodes de communication interne et externe. Lors du rassemblement de Butler, la communication s'est faite en grande partie par SMS, ce qui a entraîné une certaine confusion et des retards dans les réponses. M. Rowe a insisté sur la nécessité d'utiliser les canaux de communication radio pour une meilleure connaissance de la situation. Un autre changement important a été l'interdiction des télémètres lors des futurs événements. Ces appareils, qui mesurent les distances, pourraient être utilisés par les assaillants pour planifier leurs attaques. M. Rowe a également évoqué des projets visant à lutter plus efficacement contre les menaces liées aux drones, en veillant à ce que ces activités de surveillance soient détectées et neutralisées rapidement. Malgré les changements proposés, de nombreuses questions sont restées sans réponse. L'un des mystères les plus déconcertants est de savoir comment Crooks ait réussi à monter un fusil sur le toit du bâtiment de l'American Glass Research, d'où il avait une vue dégagée sur Trump. Les enquêteurs pensent qu'il a transporté le fusil dans un sac à dos, mais le fusil aurait été visible s'il avait été placé dans le sac alors qu'il était assemblé. Une nouvelle vidéo montre Crooks récupérant le sac dans sa voiture, peu avant de monter sur le toit et de tirer 8 coups de feu sur le podium de Trump. Pour ceux qui ont suivi l'actualité de près, un attentat contre le président n'est pas une nouveauté. Les tentatives d'assassinat remontent à la fondation même de l'Amérique. Attaque de la Maison-Blanche. Le 30 mars 1981, le monde a été témoin d'un moment glaçant de l'histoire américaine. Le président Ronald Reagan, 70 jours seulement après le début de son premier mandat,
a été la cible d'une tentative d'assassinat éhontée qui allait changer à jamais le paysage de la sécurité présidentielle. La journée commence comme toutes les autres pour le président Reagan. Il doit prononcer un discours à l'hôtel Hilton de Washington devant un groupe de dirigeants syndicaux. Cet événement s'inscrivait dans le cadre des efforts qu'il déployait pour obtenir le soutien de ses politiques économiques. Personne ne se doutait que cet engagement de routine se transformerait bientôt en une situation de vie ou de mort. En sortant de l'hôtel, Reagan salue la foule et se dirige vers sa limousine. L'atmosphère est chargée d'excitation et les agents du Secret Service sont en état d'alerte. Parmi la foule se trouve John Hinckley Jr., un jeune homme perturbé, obsédé par l'actrice Jodie Foster. Hinckley pensait qu'en assassinant le président, il pourrait gagner son attention et son affection. Vers 14h30, Hinckley saisit son moment. Il sort un revolver RUM RG-14 de calibre 22 et tire 6 coups de feu en succession rapide. Le chaos s'empare de la scène, les gens crient et se mettent à l'abri. Les agents des services secrets sont immédiatement entrés en action, protégeant le président et maîtrisant Hinckley. L'une des balles ricoche sur la limousine et atteint Reagan à la poitrine, manquant de peu son cœur. Le président est rapidement ramené dans la limousine par l'agent des services secrets, Jerry Parr, qui prend la décision cruciale de se diriger vers l'hôpital de l'université George Washington, au lieu de se rendre à la Maison-Blanche. Cette décision prise en une fraction de seconde a probablement sauvé la vie de Reagan. À l'intérieur de l'hôpital, Reagan est resté remarquablement calme, malgré la gravité de sa blessure. Il a même réussi à plaisanter avec le personnel médical en disant « J'espère que vous êtes tous républicains ». La balle avait perforé son poumon et provoqué une importante hémorragie interne. Mais une intervention chirurgicale d'urgence a permis de l'extraire et de stabiliser le président. La nation a retenu son souffle lorsque la nouvelle de la tentative d'assassinat s'est répandue. Le vice-président George H.W. Bush, qui se trouvait alors au Texas, a immédiatement pris l'avion pour Washington afin d'assurer la continuité du gouvernement. Le personnel de la Maison-Blanche a travaillé sans relâche pour gérer la crise et rassurer le public sur l'état stable du président. Hinckley a été arrêté sur les lieux et inculpé plus tard de tentative d'assassinat. Au cours de son procès, il a été révélé qu'il avait des antécédents de maladie mentale et qu'il harcelait Jodie Foster depuis des années. En 1982, Hinckley a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale et a été interné à l'hôpital St. Elizabeth's de Washington, D.C. Son affaire a déclenché un débat national sur le contrôle des armes à feu et la santé mentale, qui a conduit à des changements significatifs dans ces deux domaines. Le rétablissement de Reagan a été tout simplement miraculeux. Quelques semaines seulement après la fusillade, il est retourné dans le bureau ovale, déterminé à poursuivre son travail. Sa résistance et son sens de l'humour pendant l'épreuve lui ont valu l'affection du public américain, et sa cote de popularité a grimpé en flèche. La tentative d'assassinat a également entraîné des changements importants dans les protocoles de sécurité présidentielle, les services secrets mettant en œuvre de nouvelles mesures pour protéger le président contre des menaces similaires à l'avenir. Cela n'a pas empêché d'autres assassins d'essayer. Le mandat du président Gerald Ford à la Maison-Blanche a été marqué par une série de défis sans précédent. Mais peu de moments ont été aussi pénibles que les deux tentatives d'assassinat auxquelles il a dû faire face en l'espace de 17 jours en 1975. Ces tentatives ont non seulement mis à l'épreuve la résilience du président, mais elles ont également mis en lumière les dangers imprévisibles liés à l'exercice de la plus haute fonction du pays. La première tentative a eu lieu le 5 septembre 1955 à Sacramento, en Californie. Le président Ford se trouvait dans la capitale de l'État pour prononcer un discours au Capitole de l'État de Californie. La journée était radieuse et ensoleillée, et alors que Ford se frayait un chemin à travers la foule, il fut accueilli par des acclamations et des applaudissements. Parmi la foule se trouvait Lynette Squeaky Fromm, une adepte dévouée du tristement célèbre chef de secte Charles Manson. Fromm, vêtue d'une robe rouge distinctive, avait réussi à se placer près du président. À l'approche de Ford, elle a sorti un pistolet Colt Mannermy 111 de calibre 45 et l'a pointé directement sur lui. La foule pousse un cri d'horreur et les agents des services secrets réagissent rapidement. Avant que Fromm ne puisse appuyer sur la gâchette, l'agent des services secrets Larry Wendorf s'est jeté sur elle, a saisi l'arme et l'a maîtrisée. On a découvert par la suite que l'arme avait 4 balles dans le chargeur mais aucune dans la chambre, ce qui signifie qu'elle n'aurait pas pu tirer sans être armée. Fromm est immédiatement arrêtée et accusée de tentative d'assassinat du président. Au cours de son procès, elle n'a montré aucun remords, affirmant que ses actes avaient pour but d'attirer l'attention sur les questions environnementales et la situation critique des séquoias. Elle avait été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie, bien qu'elle ait été libérée sur parole en 2009. 17 jours plus tard, le 22 septembre 1955, le président Ford fait l'objet d'une nouvelle tentative d'assassinat, cette fois à San Francisco, en Californie. Ford quittait l'hôtel St. Francis après une réunion avec des chefs d'entreprise locaux.
Alors qu'il se dirige vers sa limousine, une femme dans la foule, Sarah Jane Moore, sort un revolver de calibre 38 et tire sur le président. La balle a manqué Ford d'à peine 6 pouces grâce à l'action rapide d'un spectateur nommé Oliver Sipple. Sipple, un ancien Marine, a instinctivement saisi le bras de Moore au moment où elle tirait, ce qui a fait dévier la balle de sa trajectoire et l'a fait heurter un mur. Les agents des services secrets ont immédiatement plaqué Madame Moore et l'ont désarmée, empêchant ainsi que d'autres coups de feu ne soient tirés. Moore, comme Fromm, avait un passé trouble et des antécédents d'instabilité mentale. Elle avait été surveillée par le FBI avant la tentative d'assassinat, mais avait réussi à passer entre les mailles du filet. Au cours de son procès, Moore a affirmé qu'elle voulait faire une déclaration sur l'état de la nation et la nécessité d'un changement. Elle a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie, où elle se trouve encore aujourd'hui. Les 2 tentatives d'assassinat du président Ford ont eu un impact profond sur la nation et les services secrets. Elles ont mis en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et d'améliorer la collecte de renseignements afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Les services secrets ont mis en œuvre de nouveaux protocoles, notamment des vérifications plus rigoureuses des antécédents et une surveillance accrue des menaces potentielles. Pour le président Ford, les tentatives d'assassinat ont été un rappel brutal des dangers inhérents à sa fonction. Malgré les menaces, il est resté fidèle à ses devoirs et a continué à dialoguer avec le public, tout en prenant des précautions accrues en matière de sécurité. Le calme et la sérénité dont il a fait preuve face à un tel danger lui ont valu le respect et l'admiration du peuple américain. Comme nous l'avons compris, la présidence américaine est l'un des postes les plus difficiles de la planète et il y a tant de gens qui veulent s'en prendre à eux et qui, parfois, réussissent. L'assassinat du président John F. Kennedy, le 22 novembre 1936, reste l'un des événements les plus choquants et les plus tragiques de l'histoire américaine. La vie du jeune et charismatique président a été interrompue dans un moment de violence qui a laissé la nation sous le choc et a suscité d'innombrables théories de la conspiration qui persistent encore aujourd'hui. Le contexte de l'assassinat de Kennedy est profondément lié au climat politique et social du début des années 60. Kennedy avait été élu en 1960, apportant à la Maison-Blanche un sentiment de jeunesse, de vigueur et d'optimisme. Son administration, souvent qualifiée de camelot, a été marquée par des événements importants tels que la crise des missiles de Cuba, la promotion des droits civiques et les débuts de la guerre du Vietnam. Malgré sa popularité, Kennedy a dû faire face à une opposition considérable de la part de diverses factions, notamment les Cubains anticastristes, le crime organisé et des éléments au sein du gouvernement américain. En ce jour fatidique de novembre, le président Kennedy se trouvait à Dallas, au Texas, dans le cadre d'une tournée de campagne destinée à recueillir des soutiens en vue de sa réélection en 1964. Le temps était clair et ensoleillé lorsque Kennedy, accompagné de la première dame Jacqueline Kennedy, du gouverneur du Texas John Connally et de l'épouse de ce dernier, Nellie, a traversé les rues de Dallas dans une limousine décapotable. L'itinéraire du cortège avait été annoncé à l'avance, ce qui a permis à des milliers de personnes de s'aligner dans les rues pour apercevoir le président. Alors que le cortège entre sur Dealey Plaza, des coups de feu retentissent soudainement. Le premier coup de feu manque complètement la limousine, mais le second atteint le président Kennedy dans le haut du dos, en sortant par la gorge. Le gouverneur Connally est également touché par la même balle et souffre de graves blessures. Le troisième tir, fatal, atteint Kennedy à la tête, causant des dommages catastrophiques. Le président s'effondre sur les genoux de sa femme et le cortège se dirige vers le Parkland Memorial Hospital. Malgré les efforts frénétiques de l'équipe médicale, le président Kennedy est déclaré mort à 1h de l'après-midi. La nation est plongée dans le deuil et la nouvelle de son assassinat se répand comme une traînée de poudre, laissant les Américains dans un état de choc et d'incrédulité. Le vice-président Lyndon B. Johnson, qui avait pris place 2 voitures derrière Kennedy, a rapidement prêté serment en tant que 36e président des États-Unis à bord d'Air Force One, avec Jacqueline Kennedy à ses côtés. Immédiatement après l'assassinat, Lee Harvey Oswald, ancien marine et transfuge de l'Union soviétique, est arrêté dans un théâtre voisin. Oswald a été accusé du meurtre du président Kennedy et de l'officier de police de Dallas, J.D. Tippit, qui avait été tué peu après l'assassinat. Oswald n'a cependant jamais été jugé. Il a été abattu par le propriétaire d'une boîte de nuit, Jack Ruby, 2 jours plus tard, alors qu'il était transféré de la prison de la ville à celle du comté. Les actes de Ruby n'ont fait qu'alimenter le nombre croissant de théories de la conspiration entourant l'assassinat. La commission Warren, créée par le président Johnson pour enquêter sur l'assassinat, a conclu qu'Oswald avait agi seul pour tuer Kennedy. Malgré cette conclusion officielle, de nombreux Américains restent sceptiques et pensent que la véritable histoire de l'assassinat de Kennedy implique un réseau plus complexe de conspiration. Les théories vont de l'implication de la CIA, de la mafia, des Cubains anticastristes
et même d'éléments au sein du gouvernement américain. L'assassinat de John F. Kennedy a eu des effets profonds et durables sur la nation. Il a marqué la fin d'une ère d'innocence et d'optimisme, ouvrant une période de turbulence politique et sociale. L'événement a également entraîné des changements importants dans la sécurité présidentielle, les services secrets mettant en œuvre des mesures plus strictes pour protéger les futurs présidents. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.